Quatorze agents d'une ONG congolaise ont été enlevés dimanche dans le Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru. C'est ce qu'affirme à l'AFP Paul Muhasa, directeur du Centre du développement rural, qui emploie les 14 agents. Jointe par téléphone à Rutshuru, l'administrateur adjoint de ce territoire, Liberata Borotwa, a soupçonné les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda d'être les auteurs de ces enlèvements. Lundi dernier, plusieurs agglomérations du territoire voisin de Lubero avaient été paralysées par une journée morte après une attaque de rebelles des FDLR. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 14 agents d'une ONG congolaise dans le Nord Kivu, province située dans l'est de la République démocratique du Congo. La société civile soupçonne les rebelles hutus-rwandais des FDLR d'être derrière ce kidnapping. Les ravisseurs auraient exigé une rançon. Les précisions à Kinshasa avec Poli Muzalia. Les personnes enlevées sont 12 enquêteurs ainsi que 2 chauffeurs. Ils travaillent pour l'ONG locale dénommée Centre pour le développement rural. Ils revenaient d'une mission d'évaluation dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, lorsqu'ils ont été interceptés par des hommes en armes. Joint au téléphone, Liberata Borotwa, administrateur adjoint de ce territoire, soupçonne les rebelles hutus-rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, d'être derrière cet enlèvement. Un point de vue partagé par Omar Kavota de la société civile qui indique que les ravisseurs exigent le paiement d'une rançon. Les dernières informations que nous avons, c'est que le ravisseur serait en train d'exiger de l'argent. Ils exigent entre 15 000 et 20 000 dollars pour relâcher leurs otages. 15 000 si le montant est livré ce lundi et 20 000 si cela traîne. Depuis pratiquement le début de l'année et surtout les 6 derniers mois, les kidnappings ont été d'une très grande ampleur. La semaine dernière, plusieurs agglomérations du territoire voisin de Lubero avaient été paralysées par 3 journées villes mortes, une action déclenchée par la société civile au lendemain d'une attaque de rebelles FDLR ayant fait 3 blessés graves dans un village. Ces rebelles hutus-rwandais, dont certains chefs sont accusés d'avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda, sont régulièrement accusés de commettre de graves exactions contre les populations civiles de l'Est de la RDC. Poli Muzalia à Kinshasa, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, les 14 agents de l'organisation non gouvernementale CEDERU enlevés par des éléments rebelles ont été libérés moyennant rançon selon le député provincial Simon Kazungu. 10 000 dollars auraient été versés aux rebelles hutus-rwandais des FDLR pour obtenir la libération des otages. En dépit des opérations militaires contre les rebelles des FDLR dans l'est de la RDC, ceux-ci ont encore fait parler d'eux par ce kidnapping intervenu dimanche. John Kanunyo est notre correspondant à Beni dans l'est du pays. Il revient ici sur les activités des FDLR qui continuent de déstabiliser l'est du Congo. Cet énième cas de kidnapping a lieu au moment où l'armée congolaise parle de neutralisation et de réduction sensible de la capacité de nuisance des rebelles rwandais FDLR. D'où la prudence de la population locale, toujours en proie à l'activisme de la rébellion. Pour la population, le FDLR reste encore une menace pour la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Et pour s'insurger contre les cas de kidnapping, qui semblent être une autre façon de l'appauvrir davantage, la population a observé des villes mortes la semaine dernière. La population de l'Est de la RDC s'est dit presque abandonnée par les autorités du pays et a un échantillon de cette dernière de lancer ses messages aux gouvernants. Nous sommes souffrants
nous sommes délaissés. Alors le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Quant à ce qui se passe ici, nous voulons que notre gouvernement prenne soin de ça. Quand on les fait à nos proches, nos amis, nos mamans, ça nous blesse. C'est nous donc la population qui souffrons. Le nombre exact des rebelles FDLR en territoire congolais n'est pas précis. Le gouvernement congolais estime qu'environ 300 éléments de cette rébellion sont encore en armes. John Kanyunyu a béni pour la Deutsche Welle. John Kanyunyu, notre correspondant à Béni dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La situation humanitaire qui reste préoccupante dans la région de Béni, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Notre correspondant dans la région, Charlie Kasereka, s'est rendu sur place à plus de 400 km au nord de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est dans la cité d'Oisha qu'il a notamment pu rencontrer les déplacés fuyant les massacres attribués aux rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques, les ADF. Ces déplacés vivent dans la misère, comme l'a constaté notre correspondant. Voici son reportage depuis Béni. Ils sont près de 10 000 ménages dans toute la région de Béni, selon les chiffres des organisations de défense des droits humains dans cette région. Ici, nous sommes au camp Bimbi, aux environs de la cité de Oicha, où environ 400 ménages vivent dans des taudis couverts de feuilles de bananiers. D'autres occupent la dizaine de salles de classe qu'ils libèrent la journée pour laisser place aux enseignants. Jeanne Maskini, la cinquantaine, est parmi les derniers arrivants. Son mari a été massacré par les présumés ADF. C'était aux environs de 17h du soir. Nous avons entendu des bruits près de notre maison. Je suis sorti en fuyant avec d'autres voisins jusqu'à une position militaire qui était proche. Et c'est là que nous avons passé la nuit. Le matin, je suis revenu dans le village avec les militaires et j'ai retrouvé mon époux découpé. Je l'ai enterré avant de venir ici. À quelques pas de nous, c'est un autre rescapé qui s'approche. Douleur intense, touché psychologiquement, Palou Kumayaka, venu du village de Mamiki, s'efforce de nous parler. Il pleuvait et des balles crépitaient. Ces bandits ADF sont entrés dans notre maison, ils m'ont retiré de là après m'avoir ligoté. Ensuite, c'était ma femme. Moi, j'ai réussi à m'échapper, je ne sais pas par quel miracle. Jusqu'aujourd'hui, ma femme et l'un de mes enfants sont portés disparus. Parmi ces déplacés, il y a une centaine de pygmées. Ces peuples habitués à la vie dans la forêt, pour eux, la misère est indescriptible après avoir effectué ces changements de régime alimentaire. Les organisations de la société civile sur place alertent sur la situation humanitaire dans cette région. Maître Omar Kavota coordonne l'une de ces organisations. Ce qui se passe aujourd'hui à Béni est similaire à ce qui se passe en ce jour au Cameroun, au Nigeria. Nous voudrions que les efforts qui sont menés à solidarité à travers les autres États, que cet esprit anime nos partenaires à venir appuyer l'action militaire. Pour l'officier Marc Azoukaï, responsable de la cellule de communication FARDC dans l'opération Sokola 1, toutes ces familles doivent s'armer de patience le temps que les FARDC ratissent le terrain. Marc Azoukaï. Vous savez qu'ici, nous ne sommes pas en train de mener une guerre classique. C'est une guerre asymétrique. Nous avons affaire à des terroristes qui opèrent à petits groupes. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ou conseiller aux déplacés de rentrer tout de suite parce que quand les choses rentreront dans l'ordre, on va demander à la population et surtout aux déplacés de regagner leur contrée. La situation sécuritaire dans la région de Béni reste volatile. Signalons qu'en début du week-end dernier, une embuscade a été tendue sur un véhicule civil faisant 4 morts. La société civile dans la région, qui a comptabilisé plus de 450 morts depuis plus d'une année, attribue ce massacre à la rébellion ougandaise du ADF. Charlie Kasereka, des retours de Oicha dans la région de Béni pour VOA Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 69 enfants congolais vont pouvoir quitter le territoire de République démocratique du Congo. Ces enfants sont éligibles à l'adoption et vont donc pouvoir rejoindre leur famille dans des pays occidentaux, en Europe et en Amérique du Nord. Une mesure exceptionnelle annoncée hier par le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. En 2013, un moratoire de Kinshasa avait suspendu les autorisations de sortie de territoire pour les enfants adoptés, mais la mesure prise hier reste une dérogation. Les prochains départs ne pourront se faire qu'après l'étude de la loi sur les adoptions en cours de discussion au Parlement congolais. À Kinshasa, les précisions de Kamanda Muzembe.
Depuis environ 2 ans, les autorités de Kinshasa avaient suspendu les autorisations de sortie pour les enfants destinés à l'adoption. Cette décision avait été prise suite à des cas malheureux d'adoption relevés dans plusieurs pays occidentaux, a déclaré le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba. Malgré tout, le gouvernement de la RDC vient de plier suite aux multiples pressions de la communauté internationale. 69 enfants viennent de recevoir l'autorisation de quitter le pays. Alexis Tambwe Mwamba. Ces 69 cas concernent 8 pays. Pour les États-Unis, 14 enfants. Pour l'Italie, 10. Pour la Belgique, 12. Pour le Canada, 10. Pour l'Allemagne, 1. Pour la France, 10. Pour les Pays-Bas, 11. Et pour la Suisse, 1. 3 autres enfants malades pourront également être adoptés pour des raisons humanitaires. Nous avons également autorisé la sortie de 3 enfants atteints de maladies graves. Mais c'est la dernière dérogation en la matière, a expliqué Alexis Tambwe Mwamba. Il faudra dorénavant attendre la future loi sur les adoptions actuellement en discussion au Parlement. 1 millier de familles adoptives attendent cette loi. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et toujours en République démocratique du Congo, les 14 humanitaires enlevés dimanche dans le territoire de Rutshuru ont été libérés. Leurs ravisseurs ont exigé une rançon, mais selon une autorité locale citée par l'AFP, c'est l'armée congolaise qui a libéré ces 14 agents du centre de développement rural. Des enlèvements devenus fréquents dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. La société civile locale pointe du doigt les rebelles des FDLR. Des chercheurs comme Christophe Vogel privilégient la piste de bandits sans agenda politique. Cette récurrence des enlèvements ne fait que fragiliser le travail des humanitaires dans la région. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les programmes de développement pour l'après 2015, c'est le thème au centre de la 10e conférence économique africaine dont les travaux ont été lancés ce lundi 2 octobre à Kinshasa par le président du Sénat, Léon Kingo-Addondo, qui représentait le chef de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a, au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquable sur le plan économique. La maîtrise de l'inflation, ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Malgré la croissance économique enregistrée au cours de la dernière décennie sur le continent, la pauvreté n'a reculé en moyenne que d'1 demi-point par an au cours des 20 dernières années. Une situation qui impose aux décideurs et chercheurs des stratégies fortes de développement pour répondre à ces questions essentielles. Ce qui n'est pas assez, c'est aller vers le secteur rural. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous, au niveau du PNUD, nous avons ce qu'on appelle les finances inclusives, où on développe un peu l'entrepreneuriat rural. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et donner toutes les opportunités et tous les potentiels au monde rural qui regroupe 60% de la population active. C'est un peu l'idée que nous lançons et j'espère qu'à la fin de la conférence, on aura des idées programmatiques pour appuyer un peu cette orientation. La construction du barrage des Grands Inga est l'une des pistes de solutions pour élever les défis de la pauvreté en Afrique. Elle relancera les économies de plusieurs pays du continent. Ce projet occupera une place de choix dans les discussions lors de cette conférence, affirment les organisateurs. La 10e édition de la conférence économique de l'Afrique est organisée par le Fonds des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, on parle de croissance soutenue, mais cette dernière risque d'être freinée du fait du retard du développement des infrastructures. Selon le magazine Jeune Afrique, alors qu'elle tablait un début d'année sur une croissance du PIB de 10,3% en 2015, les autorités ont dû revoir leurs prévisions à la baisse en raison du ralentissement de l'activité économique au premier semestre. Principale cause de ce ralentissement, la chute des cours mondiaux du cuivre, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 2009, soit environ $5 100 la tonne au 31 août, soit une baisse de 26,8% sur un an. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
En République démocratique du Congo, je l'annonçais dans les titres, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le principal parti d'opposition, refuse tout dialogue direct avec le gouvernement. Hier, le vice-président, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du Congo, Évariste Boshab, a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue politique autour du processus électoral. Une information confirmée par le porte-parole du gouvernement congolais. En revanche, le parti UDPS fait savoir qu'il ne sera pas présent à ce dialogue. L'UDPS, dont Étienne Tshisekedi est le président, demande plutôt l'organisation d'un dialogue sous médiation de la communauté internationale, comme le prévoit d'ailleurs un accord cadre d'Addis Abeba. Augustin Kabouya est le porte-parole du parti UDPS. Je pense que ce n'est pas la première fois que M. Boshab fasse ce genre de déclaration. La position de l'UDPS reste toujours inchangée. Nous, le dialogue que nous voulons, c'est sous la médiation de la communauté internationale. S'ils veulent organiser leur histoire au niveau de leur famille politique, ils sont libres, nous sommes quand même en démocratie, ils peuvent s'amuser comme ils pensent, mais la position de l'UDPS est restée la même. Nous réclamons le dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Pas un dialogue convoqué par M. Kabila comme certains le pensent. La position du parti a été rendue publique par son président, le docteur Étienne Tshisekedi, depuis le 14 février, à travers la feuille de route. Je ne pense pas qu'il y a deux positions du parti à ce sujet. Il y a une seule position de la tenue d'un dialogue convoqué par la communauté internationale pour la sortie heureuse et l'aboutissement d'un processus serré. Où en est-on avec la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui prévoit un dialogue sous la médiation de la communauté internationale? Oui, c'est pour cela que nous lançons un appel à la communauté internationale qui avait initié cet accord d'Addis Abeba, cet accord cadre, de bien vouloir exercer des pressions, puisque c'est M. Kabila qui bloque. Nous, à l'UDPS, nous ne pouvons pas accepter de répondre à un appel qu'on veut lancer par quelqu'un qui est à la base de la crise que nous déplorons. Quelqu'un qui sait qu'il avait gagné les élections de 2011, et au jour d'aujourd'hui, si nous acceptons de dialoguer avec M. Kabila, c'est un grand prix que nous payons pour sauver notre pays et épargner notre peuple de la tragédie de la mort. L'accord cadre d'Addis Abeba prévoit la tenue d'un dialogue pour une sortie heureuse de la crise en République démocratique du Congo. Et nous nous inscrivons derrière la voie du dialogue parce que c'est tracé par la communauté internationale. Et si la communauté internationale ne convoque pas un dialogue à temps, qu'est-ce que vous prévoyez? Nous sommes en politique, attendons au moment à venir, vous serez tous fixés de la position que l'UDPS va prendre. Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, au micro de Sidiki Doumbia. Par ailleurs, et toujours concernant la RDC, une vive tension règne dans la cité d'Arou, à 290 km au nord de Bunia, dans le territoire de l'Ituri. La tension fait suite au lynchage de 5 présumés assassins d'un commerçant de la contrée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo à l'épreuve du ralentissement économique mondial pour l'année 2016. Les autorités congolaises ont revu à la baisse leur prévision de croissance. Elle sera finalement de 8,4% en 2015, en cause la chute du prix du cuivre. En septembre 2015, la société Glencore, qui assure 15% de la production de cuivre, annonçait l'arrêt temporaire de ses activités. Nous avons justement un des impondérables qui aurait pu arriver à n'importe quel moment. Le ralentissement de l'économie mondiale et de la demande, le besoin de diversifier l'économie, non seulement pour répondre de manière structurelle à cette crise, mais également pour assurer une inclusivité et une réduction de la vulnérabilité. Le ralentissement de la croissance congolaise démontre sa dépendance vis-à-vis du secteur minier, mais les efforts économiques du gouvernement pour l'application de sa politique sociale pourraient avoir un impact conséquent sur la population rurale, directement exposée à l'extrême pauvreté. 80 millions d'hectares de terres en République démocratique du Congo, moins de 10% en exploitation. Et l'exploitation agricole au Congo est essentiellement une exploitation de subsistance. Il y a une initiative du gouvernement qui fait un parc agro-industriel. C'est un modèle à perfectionner, à multiplier en République démocratique du Congo. Mais il faut aussi savoir que 80% de notre population vit en milieu rural. Et donc, de mon point de vue, si nous désirons faire une intégration économique, il faut donc aller chercher la croissance là où elle est, en amenant de la performance et en la connectant au marché.
En plus du secteur agricole, les autorités espèrent renforcer le climat des affaires et celui des énergies renouvelables. Le pouvoir souhaite voir le taux de croissance passer la barre des 9% en 2016. Le gouvernement a déjà revu son budget à la baisse à 8 milliards de dollars, soit 1 milliard de moins que son budget 2015. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous partons en RDC. L'opposition contre la nomination des commissaires spéciaux crie au coup d'État constitutionnel. Le président Joseph Kabila a récemment nommé ses commissaires spéciaux qui doivent diriger les 26 provinces nouvellement créées. L'opposition y voit une manœuvre du pouvoir pour compliquer l'organisation de l'élection présidentielle en 2016. Eddie Isango a joint à Kinshasa l'opposant Albert Moleka. Donc, tout d'abord, c'est une violation flagrante de la Constitution qui, à mon avis, démontre la volonté de M. Kabila de renverser l'ordre constitutionnel établi, puisque selon la Constitution, dans son article 198, les provinces, les institutions provinciales sont le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il n'est mentionné nulle part dans la Constitution des commissaires spéciaux, encore moins des commissaires spéciaux qui dirigeraient des provinces. Donc c'est une violation flagrante de la Constitution. Oui, mais la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Une violation à laquelle s'est prêtée, bien sûr, la Cour constitutionnelle dans son arrêt sur cette matière. La Cour constitutionnelle avait été saisie par la CENI en interprétation, vu que les règlements intérieurs de certaines assemblées provinciales de ces nouvelles provinces avaient été considérés comme non constitutionnels et d'autres provinces n'avaient pas encore rédigé leur règlement intérieur. Et la Cour, assez étrangement, dans son arrêt, avait enjoint le gouvernement de la République de prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité et la paix et la gouvernance dans ces nouvelles provinces. On a vu la nomination des commissaires spéciaux. Ces provinces ne sont pas dotées d'assemblée provinciale ni de gouvernement provincial. Donc ces commissaires spéciaux vont gérer les provinces avec leur cabinet, ce qui est tout à fait totalement anticonstitutionnel et qui viole aussi même l'article 220 puisque cela porte atteinte au droit des citoyens d'élire, même indirectement, leurs dirigeants au niveau des provinces. Sans ces commissaires spéciaux, comment pouvait marcher le nouveau découpage des provinces? La Constitution a été promulguée en 2006 et en 2009, ces provinces devaient être installées en 3 ans. Pourquoi ces provinces n'ont pas été installées? Je crois que c'est ça la question importante. Pourquoi c'est en 2015 que, subitement, M. Kabila se souvient peut-être que la République démocratique du Congo est composée de 26 provinces et non de 11 telles que stipule la Constitution et décide subitement d'installer ces provinces en dehors 30 jours. Albert Moleka Nzoko, joint à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sud. En RDC, des partis politiques de l'opposition sont actuellement en convention à Kinshasa. Regroupés au sein de la plateforme dénommée Dynamique de l'opposition, ils disent vouloir faire échec à la prolongation du mandat du président Joseph Kabila. Cette rencontre de l'opposition survient alors que le dialogue voulu par le chef de l'État est annoncé pour les tout prochains jours. La Dynamique de l'opposition affirme d'ores et déjà qu'elle n'y participera pas. La correspondance de Pauline Mouzalia. Alors que le gouvernement vient d'annoncer la tenue imminente du dialogue politique, l'opposition se met en ordre de bataille. À part l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, les autres grands partis politiques de l'opposition ont rejeté cette offre de dialogue. Ils sont rassemblés au sein de la plateforme politique dénommée Dynamique de l'opposition. Ces partis estiment que le dialogue annoncé procède d'une stratégie qui viserait à prolonger le mandat du président Joseph Kabila. Jean-Claude Mwemba, président du MPCR, un parti politique d'opposition. Nous n'avons pas besoin de ce dialogue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement les élections. Point barre. Et que M. Kabila puisse rendre le tablier à travers les élections pour que le 20 décembre 2016, que les Congolaises et les Congolaises se ruent au palais de la nation pour saluer le prochain président de la République. Réunis jusqu'à ce vendredi, les opposants comptent annoncer une série d'actions pour contrer le pouvoir. Martin Fayoulou, modérateur de la Dynamique de l'opposition. La convention va nous donner des résolutions qui nous permettront
de pousser le peuple congolais à comprendre que si nous ne faisons rien, M. Kabila va s'imposer. M. Kabila va faire un coup d'État constitutionnel. Au pouvoir depuis 2011, le président Joseph Kabila arrivera au terme de son second mandat en 2016. La Constitution lui interdit de se présenter pour un troisième mandat. Mais depuis plusieurs mois, l'opposition redoute un report de la présidentielle qui permettrait de facto à l'actuel chef de l'État de rester en poste. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, cette fois-ci, il est question là aussi de processus électoral. Principal acteur dans ce processus, la Commission électorale nationale indépendante CENI. Récemment, l'abbé Apollinaire Malou, qui assurait la présidence de la commission chargée de l'organisation des élections, a démissionné de son poste. Depuis, un remplaçant a été trouvé, mais les choses traînent au niveau de l'Assemblée nationale pour valider ce choix. C'est du moins l'avis du réseau d'études électorales appliquées REA. Dans une déclaration, le réseau demande à la classe politique congolaise d'arrêter, je cite, les manœuvres politiciennes. Les précisions avec le docteur Eddy Chimanga, il est le président du réseau. Quand, par exemple, on demande à un des animateurs de la CENI, membre du bureau, de démissionner. Le nouveau qui vient, il est censé être soumis à un apprentissage électoral, lequel l'apprentissage électoral aura une incidence négative sur la gestion efficiente, technique et cohérente du processus électoral en RDC, puisque nous sommes contraints par les délais constitutionnels. Voilà pourquoi nous pensons que la classe politique en général, opposition et majorité, doivent arrêter avec ces manœuvres politiciennes qui participent au dérèglement normal de la CENI. Depuis la démission de l'abbé Malou à la tête de la commission électorale, le processus pour entériner son remplaçant traîne au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez cette lenteur? La composante de désignation a déjà fait son travail, puisque M. Corneille Nangaa, c'est un expert en matière électorale. Tout ça, puisque quelque part, du point de vue de la lecture critique, nous comprenons que ça participe à des manœuvres politiciennes visant effectivement le dérèglement du fonctionnement normal de la CENI. L'objectif ultime non avoué est que, bon, puisque ce processus-là sera en panne, on va vous dire, le moment venu, contraint par les délais constitutionnels, on ne fait pas nos élections comme ça, sinon on va bâcler l'organisation des élections. Donc on vous dira que c'est une force majeure, irrésistible et insurmontable. C'est ce qu'on appelle en RDC le glissement, c'est-à-dire on va au-delà du délai constitutionnel du mandat du président de la République. On va chercher à trouver des mécanismes politiques transitoires non conformes à la Constitution pour chercher à justifier le dépassement du délai. Or, quand on dépasse le délai, ça profite à ceux qui sont au pouvoir. Alors, vous appelez la société civile à s'approprier le processus électoral. Concrètement, que doit faire cette société civile ? La société civile doit jouer son rôle d'éveil de la conscience de la population. Ensemble, travailler pour faire pression sur le pouvoir pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Eddy Chimanga, président du réseau d'études électorales appliquées en RDC. J'ajoute par ailleurs que la Commission africaine pour la supervision des élections a de son côté appelé la classe politique congolaise à prendre activement part au dialogue politique pour une sortie de crise électorale. Toujours en RDC, cela fait 2 ans maintenant que le mouvement du 23 mars, le M23, a été vaincu par l'armée congolaise. Avec l'appui de la mission de l'ONU, la MONUSCO, le M23 était l'un des groupes rebelles qui terrorisent les populations dans l'est de la RDC, une région qui reste toujours instable en raison de la présence d'autres mouvements. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sans des voix. En RDC, des partis politiques de l'opposition sont en convention à Kinshasa, regroupés au sein d'une plateforme dénommée Dynamique de l'opposition. Ils disent vouloir empêcher la prolongation du mandat du président Joseph Kabila. Un dialogue voulu par le chef de l'État est annoncé pour les tout prochains jours. La Dynamique de l'opposition affirme d'ores et déjà qu'elle n'y participera pas. Correspondance à Kinshasa de Poli Mouzalia. Alors que le gouvernement vient d'annoncer la tenue imminente du dialogue politique, l'opposition se met en ordre de bataille. À part l'UDPS d'Étienne Tshisekedi,
Les autres grands partis politiques de l'opposition ont rejeté cette offre de dialogue. Ils sont rassemblés au sein de la plateforme politique dénommée Dynamique de l'opposition. Ces partis estiment que le dialogue annoncé procède d'une stratégie qui viserait à prolonger le mandat du président Joseph Kabila. Jean-Claude Mvouemba, président du MPCR, un parti politique d'opposition. Nous n'avons pas besoin de ce dialogue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement les élections. Point barre. Et que M. Kabila puisse rendre le tablier à travers les élections pour que le 20 décembre 2016, que les Congolaises et les Congolaises se ruent au palais de la nation pour saluer le prochain président de la République. Réunis jusqu'à ce vendredi, les opposants comptent annoncer une série d'actions pour contrer le pouvoir. Martin Fayoulou, modérateur de la dynamique de l'opposition. La convention va nous donner des résolutions qui nous permettront de pousser le peuple congolais à comprendre que si nous ne faisons rien, M. Kabila va s'imposer. M. Kabila va faire un coup d'État constitutionnel. Au pouvoir depuis 2011, le président Joseph Kabila arrivera au terme de son second mandat en 2016. La Constitution lui interdit de se présenter pour un troisième mandat. Mais depuis plusieurs mois, l'opposition redoute un report de la présidentielle qui permettrait de facto à l'actuel chef de l'État de rester en poste. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. L'UDPS, le parti fondé par l'opposant Étienne Tshisekedi, participera à ce dialogue avec le pouvoir congolais. Félix Tshisekedi se prononce sur ce choix. C'est pas un dialogue proposé par le gouvernement, c'est une proposition de la communauté internationale à travers l'accord cadre d'Addis Abeba, qui depuis d'ailleurs a été renforcé par 3 résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est par rapport à ça que l'UDPS s'est engagée et s'est inscrite dans la logique du dialogue. Dans cette logique du dialogue, vous allez avec quelles revendications? Qu'est-ce que vous en attendez? Nous attendons du dialogue qu'il fasse une autopsie de ce qui s'est passé en 2011 et ces élections mal organisées, donc à ce hold-up électoral. Nous attendons également un balisage du processus électoral afin que nous allions à des élections cette fois-ci qui soient crédibles. Enfin, nous attendons de ce dialogue que l'alternance soit consacrée. Donc ça, c'est par rapport à M. Kabila qui doit absolument se prononcer après le dialogue sur son départ parce que la Constitution ne lui permet pas de se représenter. Tout cela, évidemment, sous l'égide de la communauté internationale par la présence d'un facilitateur, d'un médiateur. Et c'est ça, la condition sine qua non de notre participation au dialogue. Plusieurs partis d'opposition se sont réunis au sein d'une plateforme dénommée Dynamique de l'opposition. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette plateforme? Est-ce que vous endossez également ce qu'elle revendique? Ce sont des amis avec lesquels nous voyons parfois les choses de la même manière, mais nous n'avons pas la même stratégie. Les amis choisissent de ne pas participer au dialogue, c'est leur droit, même si après il faudrait qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils entrevoient eux la solution. Nous choisissons le dialogue parce que nous pensons que c'est la meilleure voie qui puisse permettre au Congo de sortir de cette crise qui date depuis 2011. Félix Tshisekedi du Parti congolais, UDPS, joint à Bruxelles par Marie-Laure Digbeu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RFI. Exclu de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo pour avoir affiché son opposition, le parti MSR maintient sa ligne. Le mouvement social pour le renouveau est contre un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. Pierre Lumbi, le président du MSR, a ouvert hier le congrès de son parti à Kinshasa en se plaçant donc sans ambiguïté du côté de l'opposition. Écoutez-le. Les présentes assises se déroulent à un moment où notre pays traverse une période particulièrement difficile, très difficile. En effet, celui-ci fait face à une volonté délibérée, déterminée et planifiée pour liquider les valeurs républicaines qui constituent le socle de notre nation. Nous devons non seulement le dénoncer et le condamner, mais aussi inviter notre peuple à s'y opposer farouchement. Il est de notre devoir de républicains, de citoyens de ce pays, de nous opposer à la révision constitutionnelle, de nous opposer au glissement, de nous opposer au troisième mandat.
aucune menace, aucune intimidation ne nous feront reculer de cette option, car elle est juste et constitutionnelle. Pierre Lumbi, le président du parti congolais MSR, des propos recueillis à Kinshasa par Kamanda Wakamanda Muzembe.